Vous en avez gardé un mauvais souvenir après l'avoir étudié à l'école? Vous trouvez que ça ne fait que se plaindre et que c'est super lent? Je crois qu'il faut vite qu'on en parle pour démonter tout ça. Je vous propose d'aller voir un petit peu ce qu'il en est de la tragédie classique française. Avant toute chose, il me semble important de préciser que la tragédie classique a conservé un prestige qui aujourd'hui ne lui rend pas service. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un type de théâtre qui a vraiment éclos pendant le grand siècle, celui de Louis XIV. Et il met en scène de grands personnages, grands au sens d'illustres. Et cette sorte de grandiloquence, incarnée par la tragédie classique, perdure encore aujourd'hui. Mais dans un monde aussi différent que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a juste un peu l'impression d'un genre qui s'est contenté de prendre la poussière. J'espère sincèrement parvenir à vous démontrer que ce n'est pas le cas. Enfin, pas vraiment. Ou plutôt, pas partout. Alors déjà, de quoi parle-t-on réellement quand on parle de tragédie classique? Faisons un petit peu d'usage de la langue. Si aujourd'hui nous parlons du tragique de telle ou telle situation, au XVIIe siècle, ça aurait paru totalement invraisemblable. Tout ce qui est tragique renvoie alors à la tragédie au sens poétique, littéraire et esthétique du terme. Aujourd'hui, pour désigner ce genre, on parle de genre classique. Ce terme de classique est entré dans les usages dès le XVIIIe siècle pour parler très précisément de la tragédie du XVIIe siècle que l'on commençait déjà à enseigner dans les collèges. La tragédie dite classique, c'est donc exclusivement la tragédie du XVIIe siècle. Un autre détail qui a son importance, c'est qu'au XVIIe siècle, on n'appelle pas une tragédie, on appelle ça un poème dramatique ou un poème tragique. Et les auteurs sont nommés poètes. C'est dire à quel point théâtre et poésie sont alors intimement liés. Ils ne les séparent jamais en deux genres distincts comme nous faisons nous aujourd'hui. Avant d'être une collection prestigieuse appartenant aux éditions Gallimard, la Pléiade est un mouvement littéraire, humaniste, qui prend place au XVIe siècle. Faisons un petit point historique et littéraire rapide. Au XVIe siècle, la langue littéraire par excellence, c'est le latin. Problème, le latin s'enseigne dans les écoles et seule une toute petite élite y a accès. Résultat, en France, on parle alors une diversité de langues qui vont du latin au français en passant par le provençal, le gascon ou le breton et tout un tas d'autres langues régionales. Rien de franchement uniformisé donc. Pas que la diversité soit un problème en soi, mais ici elle pose un problème d'accès au savoir. Et ça, pour les penseurs et humanistes, ça bloque. Certains d'entre eux vont donc se réunir, sous plusieurs noms différents en fonction des époques, mais le plus connu est la Brigade. On les nommera la Pléiade a posteriori, et finalement ce nom seul restera. Parmi ces poètes, on va donc trouver Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Jean-Antoine de Baïf et Étienne Jodelle pour les plus célèbres. Sur le modèle italien qui a déjà amorcé une profonde réforme de sa langue, avec notamment Dante, Pétrarque et Boccace, ils vont tenter d'évincer le latin comme langue écrite principale et d'ériger le français comme langue noble tant à l'écrit qu'à l'oral. Ils vont pourtant se heurter à un problème certain. À cette époque, malheureusement, le français est une langue bien plus pauvre que le latin. Sur le modèle italien, ils vont alors favoriser des emprunts à d'autres langues, créer des néologismes avec le latin ou encore rappeler des mots disparus. Pour rappel, un néologisme, c'est la fabrication d'un mot nouveau. Bref, ils vont travailler à hisser le français au niveau d'une langue qui désormais s'écrit et peut s'utiliser pour la poésie et la poésie dramatique. Et donc tout ça, eh bien, ça change tout. En même temps qu'ils travaillent à ces changements et par souci de prendre le large avec le Moyen-Âge, ils vont participer à la redécouverte de l'Antiquité et notamment des œuvres antiques. Un autre événement va jouer son rôle là-dedans, c'est l'interdiction en 1548 par le Parlement de Paris de faire encore jouer des mystères. Les mystères sont de grandes fresques théâtrales à sujet biblique, en général représentées sur des places ou des parvis d'église et qui représentent une bonne majorité de l'art théâtral médiéval. Après son interdiction, l'Église fait donc interdire tous les sujets issus du Nouveau Testament. Il va donc falloir trouver de nouveaux sujets, et là, bingo, on redécouvre les sujets antiques. Les Italiens traduisent les auteurs grecs et latins depuis un petit moment déjà, et sous l'impulsion des poètes de la Pléiade, ces traductions parviennent en France. Sous cette même impulsion, la Pléiade va remettre sur le devant de la scène les genres de la comédie et de la tragédie inspirés de ce qu'ils pensent être le modèle antique. Et on dit bonjour à la tragédie humaniste qui va voir fleurir deux courants. D'un côté, les tenants d'une tragédie à l'antique que l'on va nommer la tragédie régulière. De l'autre, ceux qui se revendiquent d'une certaine modernité et souhaitent rompre avec l'Antiquité afin de trouver eux-mêmes leur propre sujet.
On nommera ça la tragédie irrégulière. Voilà, on se foule pas le cerveau. Maintenant qu'on sait ce qui s'est passé avant, essayons de voir ce qui a permis ce basculement de la tragédie humaniste ou irrégulière à la tragédie classique, autrement appelée la tragédie régulière. Les humanistes vont se prendre de passion pour l'Antiquité. Désormais, on ne se contente plus de lire la production antique, on la traduit, on la commente et surtout on s'en inspire. C'est ainsi que des auteurs comme Aristote avec sa poétique, Horace avec son art poétique, Boès avec sa philosophie ou encore les traités de grammaire de Dona et Diomède vont en quelque sorte essaimer. Chacun va y aller de sa plume pour fabriquer de nouveaux traités et faire de l'art poétique un genre littéraire à part entière qu'on va retrouver chez des auteurs un peu plus tardifs comme Nicolas Boileau par exemple. C'est ce genre littéraire qui va d'ailleurs faire qu'on trouve tant d'épîtres, d'examens ou de prologues avant les tragédies classiques. Il y en a beaucoup chez Corneille et chez Racine. D'ailleurs, ce sont précisément ces textes qui nous permettent aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur leur manière de travailler, d'aborder les sujets, ainsi que leur rapport à l'Antiquité et notamment à Aristote. Ces textes, en général assez courts, sont des mines d'informations. C'est grâce à eux que l'on sait par exemple que Racine se plie volontairement aux règles d'écriture et que Corneille prend tout aussi volontairement ses distances avec elles. Mais alors, à quoi ressemblaient ces premières tragédies dites humanistes ou irrégulières ? Eh bien, un mélange entre l'Antiquité grecque, l'Antiquité latine, une petite pincée de Shakespeare qu'il ne connaissait pas et, peu à peu, les règles vers lesquelles ils tendent. En gros, beaucoup de déplorations, ponctuées d'événements qui viennent bouleverser les choses, le tout avec beaucoup de sanglants. C'est souvent très pathétique. Alors attention! Le pathétique au XVIIe siècle n'a absolument rien à voir avec l'utilisation que nous faisons aujourd'hui de ce mot. Au XVIe et XVIIe siècle, un événement pathétique est un événement propice à émouvoir fortement. Mais par émouvoir, on entend toute une palette d'émotions qui vont de la terreur à l'horreur, en passant par la tristesse, la douleur ou la pitié. Pour ce qui est des sujets des tragédies, les humanistes tenant de la tragédie régulière ont trouvé des moyens détournés de parler de l'histoire contemporaine en passant par des mythes antiques. Les fils d'Œdipe qui s'entretuent ont été une bonne manière pour Robert Garnier de faire référence aux guerres de religion et notamment au massacre de la Saint-Barthélemy par exemple. Doucement mais sûrement, les dramaturges humanistes vont glisser vers ce qui deviendra peu à peu la tragédie régulière. Alors ça ne se fera pas en un jour évidemment, ils aiment toujours férocement la violence et le sanglant. Mais de pièce en pièce, on va trouver ici et là des preuves que les auteurs commencent à se soucier des questions de bienséance par exemple. Ils vont aussi s'éparpiller un peu moins au niveau des lieux et du temps. Et enfin, les actions se resserrent et les héros trouvent un nouveau rapport à la mort. Celle-ci devient en effet glorieuse pour le héros tragique. Une pièce que l'on connaît peu aujourd'hui représente bien tous ces changements. Il s'agit de la Sophonisbe de Méret. Cette pièce apporte plusieurs nouveautés. La première, c'est que le sujet est romain et non grec. Il est emprunté à Tite-Live. La seconde, c'est que Méret va changer des éléments de l'histoire originelle et notamment la mort de deux des personnages principaux. C'est le début de ce que l'on va appeler la vraisemblance, et celle-ci, on le verra, sera toujours supérieure à la vérité historique des faits. Au fil du temps, entre l'âge d'or de la tragédie classique et maintenant, la tragédie a pris une telle place dans l'histoire littéraire et dans la manière qu'on a de l'enseigner, qu'on a complètement oublié, voire même carrément effacé d'autres genres pourtant très en vogue au XVIIe siècle. Parmi eux, on va trouver notamment la comédie, la tragicomédie et la pastorale. Mais on va aussi trouver la comédie-ballet, la tragédie-ballet, la tragédie à machine ou encore la tragédie lyrique. Longtemps considérés à tort comme des genres mineurs qui ne méritaient pas réellement qu'on s'y intéresse, ils commencent aujourd'hui enfin à retrouver leur lettre de noblesse. Et si j'en parle, ce n'est pas pour rien, parce que deux d'entre eux ont un rapport très étroit avec la tragédie, il s'agit de la tragicomédie et de la pastorale. Pour faire rapide, la tragicomédie se doit d'avoir une fin heureuse, mais alterne toute la pièce entre des passages qui tiennent plutôt de la comédie et des passages graves un peu à l'image de la tragédie. Elle ne lésine pas sur le sang et les larmes et met souvent en avant la cruauté de certains de ses personnages. Sa thématique récurrente est celle de l'amour contrarié. Pour ce qui est de la pastorale, elle s'inspire des romans à succès. Le thème en est donc souvent l'amour et l'analyse du sentiment amoureux. Mais la particularité de la pastorale réside bien dans ses intrigues improbables, coïncidences douteuses, le tout avec moult rebondissements. L'autre point fort de ce genre est qu'il fait la part belle au merveilleux et ne recule absolument pas devant la présence d'un sorcier ou d'un magicien.
Enfin, les décors sont en général spectaculaires et la musique très raffinée. Et ces deux genres vont être une source d'inspiration pour la tragédie. La tragédie classique est totalement indissociable de la monarchie française. Je m'explique. Nous sommes sous Louis XIV, souverain qui met en place les règles ô combien rigides de l'étiquette. Le pouvoir qui est le sien se met en scène constamment, attentif à montrer toujours gloire et grandeur. La grosse différence avec la tragédie antique, c'est que si 20 siècles plus tôt la grandeur est la condition du tragique, au XVIIe siècle elle en devient le sujet principal. Pour les doctes du XVIIe siècle, il n'y a pas d'un côté l'Antiquité et de l'autre côté la tragédie. Pour eux, les deux sont si étroitement liés que si on refuse l'Antiquité, ça veut dire qu'on refuse la tragédie. Point. Un peu comme s'ils résumaient toute l'Antiquité grecque à la tragédie seule. Pour recontextualiser très vite fait, les doctes du XVIIe siècle se fantasment complètement une pseudo-filiation avec la tragédie antique alors que très clairement on est sur deux choses qui n'ont rien à voir. Exemple non exhaustif. La division de la tragédie en 5 actes n'existe absolument pas en Grèce antique, où le poème dramatique se divise en prologue, puis épisode, exodos, etc., avec des parties chantées et psalmodiées. Les salles où ont lieu les représentations sont closes, on est bien loin des théâtres antiques en plein air. Les spectacles ont lieu principalement en soirée pour la tragédie classique, on est très loin des journées complètes organisées en Grèce antique avec des spectacles, 4 à 5 spectacles à la suite. Les acteurs de la tragédie antique sont masqués, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle se considère comme le siècle de la raison. On entend raison au sens à la fois moral, philosophique et esthétique du terme. De fait, sa relation à l'Antiquité lui paraît aller de soi, notamment parce que les mythes antiques sont parvenus jusque-là. Et si je le fais en très gros, l'idée c'est que si ces mythes sont parvenus jusqu'à nous, c'est qu'ils sont intemporels et que donc nous sommes les dignes successeurs des Grecs pour faire perdurer cet art majeur qu'est la tragédie. On est d'accord, la relation d'évidence est quand même plutôt floue pour nous, mais pour eux, c'est absolument évident comme lien. Et quelle meilleure caution se donner quand on est auteur dramatique que d'invoquer précisément les auteurs grecs et latins qui sont parvenus jusqu'au XVIIe siècle, en l'occurrence exactement les mêmes que ceux que l'on connaît nous, Échille, Sophocle, Euripide et Sénèque. Et enfin évidemment, on ne peut que se revendiquer d'Aristote afin de légitimer absolument tout ce que l'on écrit. Pour vous donner une idée, La Fontaine, l'auteur des fables, dira à propos des auteurs antiques « Nous ne saurions aller plus avant que les anciens, ils ne nous ont laissé pour notre part que la gloire de les bien suivre. » Voilà, c'est dit et ça a le mérite de tuer le débat dans l'œuf. Le truc, c'est qu'avant d'en arriver à cette totale absence de débat, que Corneille va remuer un petit peu tout de même, il s'est passé des choses. Avant Corneille et Racine, il y a quand même eu pas mal d'autres auteurs qui sont d'illustres inconnus pour nous aujourd'hui, mais qui ont eu un certain succès en leur temps. On parle notamment de Robert Garnier, Étienne Jodelle ou encore Antoine de Montchrétien pour ne citer qu'eux. Et même si, à l'âge d'or de la tragédie classique, plus personne ne parle d'eux, ces auteurs ont quand même contribué à faire de la tragédie ce qu'elle est devenue. Mais alors donc, quel rapport avec Aristote ? Eh bien, sincèrement, lointain. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Aristote lui-même est déjà éloigné d'1 siècle de son sujet. Et oui, il écrit sur la tragédie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, près d'1 siècle après l'âge d'or de celle-ci. Il écrit donc de fait sur des pièces qu'il n'a jamais vues. Ensuite, au XVIe et XVIIe siècle, les traductions de sa poétique qui arrivent en France sont déjà passées par pas mal d'étapes. Elles ont d'abord été traduites du grec ancien au latin, puis du latin à l'italien, et enfin de l'italien au français. Ces traductions successives et souvent très libres contribuent à flouter son discours. Et elles le sont d'autant plus qu'elles sont abondamment commentées et qu'elles tentent de mettre Aristote au goût du jour. C'est donc un point de vue. Mais ce n'est pas tout. On suppose aujourd'hui que la poétique ne nous est parvenue que sous une forme fragmentaire. La partie de la poétique qui nous est parvenue aujourd'hui ne traite que de la tragédie. Pourtant, à plusieurs reprises, Aristote dit qu'il viendra plus tard parler de la comédie. Et ce plus tard n'arrive jamais. Aujourd'hui, nous supposons que la partie sur la comédie a existé, mais qu'elle a été définitivement perdue. Les doctes de l'âge classique, eux, partent du principe que s'il n'y a que la tragédie, c'est parce qu'elle est un genre incontestablement majeur.
Point. Ceci étant dit, Aristote lui-même écrit que la tragédie représente des personnages supérieurs et la comédie des personnages inférieurs. L'idée ne date donc pas du siècle de Louis XIV. Et enfin, Horace, auteur latin entre autres de l'art poétique, a beaucoup repris les idées émises par Aristote dans sa poétique, mais en les moralisant. C'est par exemple lui et non Aristote qui va édicter la règle de la bienséance. Les théoriciens de la tragédie classique, persuadés qu'ils sont exactement les mêmes hommes que ceux de l'Antiquité, vont apposer leurs propres règles morales au récit d'Aristote. La tragédie devient donc morale, ce qui pour un poète antique n'aurait eu absolument aucun sens, et n'en avait pas non plus pour Aristote d'ailleurs. Et là, le must du must. Entre 1550 et 1600, les doctes débattent énormément en se basant sur l'art poétique d'Horace. À partir de 1660, le débat devient encore plus passionné avec l'arrivée des traductions de la poétique d'Aristote. Et alors là, chacun y va de sa plume pour dire ce que devrait ou ne devrait pas être la tragédie. Mais il faut savoir que ces débats se font sur la base d'un texte non encore traduit en français. Parce que oui, la première traduction française de la poétique d'Aristote ne verra le jour qu'en 1671. 11 ans de débat sur un texte traduit plus que librement en italien ou en latin. Ça vous donne quand même une bonne idée de tous les partis pris et de tous les points de vue des théoriciens du moment. En bref, Aristote sert à cautionner à peu près tous les avis, peu importe le théoricien dont il est question. Si Aristote le dit, c'est que c'est vrai. Point. Fin de la discussion. C'est la figure de référence et d'autorité sur la question de la tragédie. La particularité, c'est que les doctes du XVIIe siècle savaient pertinemment que les histoires d'amour n'étaient pas légion dans le théâtre antique qu'ils prenaient pour modèle. Et malgré cela, l'amour est très vite devenu une composante essentielle à ne pas négliger dans la tragédie classique. Ça peut s'expliquer notamment par la montée en puissance du roman, genre particulièrement mal vu et plutôt décrié au XVIIe siècle, mais qui fait son petit bonhomme de chemin et avec succès. Et voilà un genre qui fait la part belle aux histoires d'amour. Même si les poètes tragiques s'en sont défendus, le roman et la pastorale ont été des marqueurs très forts des goûts du public. La tragédie a donc très largement été influencée, ou plutôt elle s'est bien volontiers laissée influencer. Il y a d'un côté les règles édictées et de l'autre les règles non écrites très importantes, comme par exemple le goût du public. Et le goût du public, très précisément, va vers les histoires d'amour. Et de façon évidente, plus l'amour est passionnel, douloureux, transgressif, désordonné, violent et condamnable, mieux c'est. Pour les auteurs, c'est un péril de parvenir à la fois à insérer dans la pièce ce qu'en attend le public, mais également en respectant les règles édictées par les doctes. Corneille et Racine vont briller là-dedans en biaisant chacun à leur manière les règles qui régissent l'écriture de la tragédie. Encore une fois, pour aborder cet aspect, il est important de reposer le contexte. Pour un théoricien de cette époque, il est des théories qui sont universelles et qui ne se discutent pas. Les règles de la tragédie sont typiquement de celles-là. Ils ne font strictement aucune différence entre un homme de l'époque d'Aristote et un homme de l'époque de Descartes. Pour eux, ils pensent pareil, ont les mêmes cheminements de pensée et surtout les mêmes idéaux. C'est cette idée qui leur permet de théoriser la tragédie sur la base de valeurs interprétées, vieilles de 20 siècles. Seulement pour eux, ces valeurs sont immuables et donc nécessairement légitimes. C'est une règle qui spécifie comment une pièce tragique doit être composée de manière à respecter 3 unités. Une unité de lieu, une unité de temps et une unité d'action. Pour plus de précision, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo sur le théâtre classique qui s'affiche actuellement sur votre écran. Pour faire rapide, dans sa poétique, Aristote explique qu'une action dramatique doit tenir au maximum sur une révolution du soleil afin de faire coïncider le temps de l'action dramatique avec celui de la représentation. Il en va de même pour le lieu, il doit être unique afin de ne pas perdre le spectateur dans un dédale d'espaces différents. Enfin, l'action doit être réduite à son strict minimum, là encore dans une volonté d'éclairer l'intrigue. Shakespeare, par exemple, est totalement out là-dessus, avec sa multiplicité d'actions, sa tripotée de lieux différents, le tout se déroulant parfois sur plusieurs semaines. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres règles ô combien importantes. Parlons un peu de la bienséance et de la vraisemblance.
La vraisemblance porte très bien son nom, tout doit être possible tout en restant en accord avec la raison qui est une notion essentielle aux penseurs de ce siècle. Pour la bienséance, c'est tout aussi simple, il est absolument hors de question de montrer sur scène des choses que la morale réprouve. Pas de meurtre, ils auront dorénavant lieu en coulisses. Pas de désir évident, pas non plus de sentiments avoués de façon trop libre. Mais parlons sentiments justement, et plus précisément ce que se doit d'inspirer la tragédie classique. Parmi eux, la terreur et la pitié. Ces deux sentiments sont théorisés par Aristote dans sa Poétique comme absolument indispensables. L'idée est que le spectateur craigne pour lui-même et éprouve de la pitié pour les personnages. Si le principe moral n'est pas défini par Aristote, les doctes du XVIIe siècle reprennent ces deux sentiments à leur compte. Il va également s'agir pour eux d'instruire dans une optique morale. L'idée est que les passions représentées soient tellement terribles qu'elles instruisent le public sur leurs inévitables conséquences. En gros, on vous montre ce que vous ne devez surtout pas faire. Il y a une vraie volonté d'édification morale du spectateur. Et bien évidemment, comment parler de tout ça sans aborder le principe complexe de la catharsis ? On s'est écharpé sur les significations de ce mot au fil des siècles, et à dire vrai, on s'écharpe toujours un peu dessus aujourd'hui. Nous, on ne va pas entrer dans ce débat-là, on va rester simple. Dans la Poétique, Aristote note, concernant la tragédie, qu'en représentant la pitié et la frayeur, elle réalise une épuration de ce genre d'émotions. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces émotions, habituellement dures, placées sur le théâtre, doivent in fine apporter du plaisir. C'est seulement ainsi qu'une réelle épuration peut alors s'effectuer. Quand Corneille fait ses débuts au théâtre, il est plutôt un auteur de comédie. C'est en 1635 qu'il va écrire sa première tragédie, Médée. L'une des particularités de Corneille, c'est qu'il va toujours sembler hésiter sur le genre à assigner aux pièces qu'il écrit. Il emprunte en effet énormément à la tragicomédie. Nous allons le voir en suivant, mais le Cid, qu'il écrit en 1636, est d'abord dénommé tragicomédie. En 1648, après la querelle, il la nommera définitivement tragédie. Mais le Cid n'est pas sa seule pièce à être dans un entre-deux. Certaines de ses pièces portent la mention tragédie héroïque ou tragédie chrétienne. On ignore encore ce que cela pouvait représenter dans l'imaginaire d'un spectateur du XVIIe siècle. Dans l'épître de l'illusion comique, Corneille écrit « Voici un étrange monstre que je vous dédie. Le premier acte n'est qu'un prologue, les 3 suivants font une comédie imparfaite, le dernier est une tragédie, et tout cela cousu ensemble fait une comédie. » Ça donne une bonne idée du problème qui se posait à l'auteur quand il lui fallait catégoriser ses pièces. Corneille va se distinguer par une nouvelle émotion qu'il cherche à faire naître chez le public, il s'agit de l'admiration. Il écrit des héros non issus de familles royales capables de hisser leurs vertus plus haut que celles de leurs souverains. Et pour ce type de personnage, Corneille veut justement susciter l'admiration. Pour créer ça, il part d'abord d'une action et forge ensuite le personnage. Dans ce sens, il offre une certaine forme de liberté à ses personnages. Mais cette liberté est trompeuse. Si elle ne leur offre jamais la victoire, elle permet aux personnages de lutter jusqu'au bout. Comme le dit Christian Biet, Corneille donne à voir le spectacle de la volonté humaine saisie dans la dynamique du combat. En 1637 éclate la querelle du Cid. Pour ceux qui n'auraient pas vu ou lu la pièce, n'hésitez pas à aller voir un peu par ici. Pour la faire courte, en gros, pour les doctes, il y a dans la catégorisation du Cid en tragicomédie quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a pas que ça. D'ailleurs, cette querelle va prendre des proportions absolument colossales. Mais le problème majeur pour les doctes, c'est que de toute évidence, le Cid n'est pas une tragédie. Et par extension, ce n'est pas une tragicomédie non plus. Mais voilà, elle présente plusieurs problèmes. D'abord, son sujet est romanesque et non antique. Ensuite, son dénouement est heureux. Et enfin, il n'y a aucune fatalité dans cette histoire. Et tout ça, eh bien évidemment, c'est un pur scandale. Il faut d'abord savoir que la pièce, dès sa première représentation, a rencontré un immense succès. Dans la querelle, ce succès public a d'ailleurs été un argument fort pour ceux qui se sont rangés derrière Corneille. La particularité de cette querelle, c'est aussi qu'avant elle, on s'écharpait quand même un peu moins sur les questions des règles de la tragédie. Et alors ça y va concernant les reproches. Pour vous donner une idée, voici ce que Georges de Scudéry reprochait à la pièce. Le sujet n'en vaut rien du tout, qu'il choque les principales règles du poème dramatique, qu'il a beaucoup de méchants vers, que presque tout ce qu'il a de beauté sont dérobés. Sympa, hein ? Donc, en gros, on va trouver 5 griefs. Premier problème, l'absence de bienséance dans la relation entre Chimène et Rodrigue.
Au nom de la bienséance, Chimène ne peut décemment pas recevoir dans ses appartements le meurtrier de son père, l'arme du crime sanglante encore à la main. Mais l'indulgence du roi Fernand pose également un problème de bienséance. Après l'acte héroïque de Rodrigue, le roi demande à Chimène de pardonner à son amant et d'accepter le mariage. Et ça aussi c'est insupportable pour les doctes du XVIIe pour qui l'indulgence du roi valide en quelque sorte, légitime le vice de Chimène. Bref, c'est au nom de la morale chrétienne, ça va sans dire, que Georges de Scudéry attaque aussi vivement la pièce de Corneille. Deuxième problème, la vraisemblance, faute terrible là encore que celle de Chimène. Une jeune fille bien née ne peut pas se comporter de cette manière et ressentir des sentiments aussi forts pour le meurtrier d'un père, et a fortiori pas non plus lui avouer de façon aussi évidente avec le fameux « va, je ne te hais point ». Corneille va d'ailleurs tenter de se justifier en arguant que le choix n'est pas de lui, puisqu'il s'agit d'une histoire déjà écrite, mais vous allez voir, les doctes ont réponse à tout. La preuve avec le grief écrit par Jean Chapelain. Nous savons bien que la vérité de cette aventure combat en faveur du poète, et le rend plus excusable que si c'était un sujet inventé. Mais nous maintenons que toutes les vérités ne sont pas bonnes pour le théâtre. Il y a des vérités monstrueuses, ou qu'il faut supprimer pour le bien de la société, ou que, si on ne peut les tenir cachées, il faut se contenter de remarquer comme des choses étranges. C'est principalement en ces rencontres que le poète a droit de préférer la vraisemblance à la vérité, et de travailler plutôt sur un sujet fin et raisonnable que sur un véritable qui ne soit pas conforme à la raison. Scudéry, lui, s'en prend à la fin de la pièce. Il est vrai que Chimène épouse le Cid, mais il n'est point vraisemblable qu'une fille d'honneur épouse le meurtrier de son père. Voilà, tout est dit. Ensuite, parce que non, c'est pas fini, troisième problème, le non-respect de la règle des 3 unités. On l'a vu précédemment, un lieu unique, une révolution du soleil, une seule action. Or, dans le Cid, on n'y est pas du tout, en termes de temps déjà, 3 jours. En termes de lieu, Corneille biaise très adroitement le problème. Il prétend que l'action se déroule à Séville, un lieu unique donc. En réalité, ça bouge tout le temps. Les actions se déroulent dans les appartements de Chimène, dans la salle du trône, dans une salle du palais, dans les appartements de l'infante, il y en a partout. Enfin, en termes d'action non plus, ça ne va pas. Corneille en met au moins 2 en jeu. Il y a l'action principale, entre Rodrigue et Chimène, mais les doctes lui ont reproché une action secondaire avec l'amour contrarié de l'infante. Et de toute façon, la quantité d'événements qui se déroulent dans cette pièce fait davantage penser à une tragicomédie qu'à une tragédie. 2 duels, un procès, une bataille et 2 voire 3 intrigues amoureuses. Quatrième problème, un peu moins important que les autres. Scudéry, et lui seul, reproche à Corneille d'avoir plagié la pièce puisqu'il la reprend à un certain Guillaume des Castro. Et enfin, on arrive au bout, 5e problème, certains vont accuser Corneille de faute de goût. En gros, ils prétendent que la pièce est mal écrite et vont prendre Aristote en otage pour justifier leurs attaques. Et bien entendu, ça ne s'arrête pas là, et non. L'Académie française, nouvellement créée en 1634, va s'en mêler sur demande de Richelieu. Le plus important à retenir, c'est qu'avec cette querelle, les auteurs dramatiques ont bien compris qu'il n'y avait pas, et qu'il n'y aurait pas, de liberté de création. Tout serait désormais soumis à licence. L'Académie française, dont on parle souvent comme d'une création dédiée aux arts par Richelieu, ne sert en réalité pas qu'à ça. Certes, ça a bien été une manière d'institutionnaliser les arts, de leur donner une vraie place dans la société. Mais ça a été aussi un geste éminemment politique qui a permis à Richelieu de soumettre les artistes au pouvoir royal. D'une certaine façon, la querelle du Cid va asseoir la légitimité de l'Académie française. Et c'est important parce que le pouvoir royal va peu à peu devenir un arc narratif à lui tout seul dans la tragédie quand il ne sera pas purement et simplement le sujet principal de la pièce. Et dans le Cid, le roi est jugé trop peu vraisemblable et surtout, beaucoup trop indulgent. Le pouvoir royal ne peut se permettre de laisser passer une chose pareille. C'est l'une des choses qui va donc devoir transparaître quand l'Académie publiera son fameux « Sentiment de l'Académie sur le Cid ». C'est Chapelain qui va être chargé de le rédiger. Le ton est mesuré, bien loin du côté agressif de Scudéry. L'Académie reconnaît le talent de Corneille et ses précédentes contributions au théâtre. Néanmoins, il juge la pièce comme étant défectueuse, c'est le mot employé. Concernant la vraisemblance, vous allez voir, c'est savoureux. Le poète a le droit de préférer le vraisemblable à la vérité, et de travailler plutôt sur un sujet fin et raisonnable que sur un véritable qui ne soit pas conforme à la raison. S'il est obligé de traiter une matière historique de cette nature, il doit alors la réduire au terme de la bienséance sans avoir égard à la vérité. Autrement dit, tant que c'est crédible, la vérité, on s'en fout.
Toutefois, l'Académie ne se prononce pas sur le rapport entre les règles et la beauté du poème dramatique. Elle admet que malgré les incontestables défauts du Cid, la naïveté et la véhémence de ses passions, la force et la délicatesse de plusieurs de ses pensées et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous ses défauts lui ont acquis un rang considérable entre les poèmes français de ce genre. Il n'est pas impossible que le succès considérable de la pièce auprès du public ait joué un rôle majeur dans cette condamnation en demi-teinte. Certes, les doctes gagnent cette manche, mais il faut désormais compter sur l'avis du public et ça, ce n'est pas rien. Ça rebat les cartes et ça contribue à légèrement faire descendre Aristote du piédestal sur lequel il avait été hissé. Racine, à la différence de Corneille, va tenter de pousser les règles tragiques à leur maximum. En ressortira par exemple une pièce comme Bérénice, dont le dépouillement poussé à l'extrême est tout à fait représentatif du travail de l'auteur. Cette pièce n'a pas d'autre action que les sentiments de Titus et Bérénice écrasés par le poids de leur responsabilité mutuelle. Racine est un auteur sobre. Il refuse les actions multiples et suivra à la lettre le précepte d'Aristote qui veut que les héros tragiques ne soient ni tout à fait bons ni tout à fait méchants. C'est le cas de Phèdre par exemple, qui, maudite par Vénus, n'est absolument pas maîtresse de ses sentiments pour Hippolyte. Chez Racine, on retrouve une forme de fatalité car l'amour aboutit systématiquement à un échec. De ce point de vue toutefois, Mithridate fait figure d'exception. Racine écrit par paliers. Le spectateur est plongé dans l'action déjà en cours et chaque acte augmente le degré de la crise tragique jusqu'au dénouement. Pour Christian Biet, Racine représente une action intérieure, le trajet d'une âme face au monde et à ses lois. Chez Racine, toute vie humaine est souffrance et chaque personnage avance inéluctablement vers une fin que tout précipite sans espoir de changement. Les émotions suscitées par son théâtre tiennent clairement de la tristesse. Racine est d'ailleurs connu justement comme l'auteur dont les pièces font pleurer le public. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait les frais d'attaques aussi violentes que Corneille de la part de ses contemporains qu'il s'en est tiré avec aisance. Il a par 2 fois été visé par des querelles et cabales, parfois pure malveillance, l'une pour Andromaque en 1667, la seconde pour Phèdre en 1677. Plusieurs choses sont à noter. Jusqu'au XVIe siècle, les personnages sont d'abord plutôt des types. Au XVIIe siècle, ils deviennent des personnages. Dans le théâtre antique, il y a une importante notion de fatalité. Le héros n'a aucune chance de s'en sortir, le destin pèse sur lui inéluctable. Alors que dans la tragédie classique, le héros peut ou pense pouvoir agir sur son destin. Les personnages tragiques ont beaucoup de volonté et luttent, en général en vain, jusqu'au bout. Chez Corneille, ce principe qu'il affectionnait énormément aura même un nom, le dilemme cornélien. Le personnage est pris entre 2 feux et devra faire un choix. Bon, évidemment, les choix ne sont jamais franchement folichons et quel que soit son choix, le personnage perdra de toute façon quelqu'un ou quelque chose. La particularité des personnages de tragédie classique réside dans le traitement des personnages principaux. Auparavant, les personnages avec la plus haute grandeur morale sont rois ou princes. Ce n'est plus vrai au XVIIe siècle, où certains monarques en manquent cruellement, à l'instar de Néron dans Britannicus de Racine, où Néron est un meurtrier. C'est également le cas pour le roi Orode dans Suréna de Corneille, où il est lâche et envieux. Et c'est la grande nouveauté avec le théâtre classique justement, où un personnage qui n'a pas la chance d'être bien né peut parfois manifester plus de gloire. Et c'est le cas de Suréna justement. De là découle la notion d'exemplarité, car un personnage tragique se doit d'être exemplaire. Enfin, la tragédie classique fait naître une nouvelle galerie de personnages que l'on ne connaissait pas auparavant, il s'agit des confidents. Dérivés du chœur antique, ces personnages deviennent absolument indispensables dans la tragédie classique. Ils permettent notamment aux personnages principaux de donner à voir toute la palette de leurs émotions. Mais leur rôle ne s'arrête pas là puisqu'ils prennent aussi à leur charge le rôle ancien du messager antique. Et enfin, dans de rares cas, ils ont une réelle incidence sur le déroulement de l'action, comme Œnone dans Phèdre ou Narcisse dans Britannicus, 2 pièces de Racine. Les personnages sont également intimement liés aux questions politiques, et cela qu'ils le veuillent ou non. Chez Racine, la politique ne s'éloigne jamais vraiment des sentiments que les personnages se portent. L'amour-propre y est vraiment central. Chez Corneille, s'il n'y a pas une bonne intrigue politique, alors ça ne peut pas fonctionner. Voici ce qu'il en dit. Sa dignité demande quelque grand intérêt d'État ou quelque passion plus noble et plus mâle que l'amour, telles que sont l'ambition ou la vengeance, et veut donner à craindre des malheurs plus grands que la perte d'une maîtresse.
S'il ne s'y rencontre point de péril de vie, de perte d'état ou de bannissement, je ne pense pas qu'il ait le droit de prendre un nom plus relevé que celui de comédie. La tragédie classique comporte 5 actes. Elle commence par une scène d'exposition, en général tout le premier acte, avec pour spécificité que cela doit se faire in medias res. Cela signifie que l'action a déjà commencé au moment où la pièce démarre. Le spectateur est donc directement placé au cœur de l'action dramatique. De fait, cette scène d'exposition doit servir à relater au public ce qui s'est passé avant. On enchaîne ensuite avec le nœud, la crise tragique donc, puis les épisodes, en gros les 3 actes du milieu. Et enfin, la catastrophe, aussi appelée dénouement, doit intervenir le plus tard possible dans le 5e acte et clore la pièce. À l'intérieur de la pièce, les actes se divisent en scènes de la façon la plus simple qui soit. Une nouvelle scène démarre à chaque entrée ou sortie de personnage. Je vous invite pour en savoir plus à aller voir la vidéo que nous avons déjà fait sur le sujet et qui s'affiche sur votre écran. En termes de longueur, une pièce varie généralement entre 1600 et 1800 vers. Le nombre de scènes en revanche est à l'appréciation de l'auteur. Pour vous donner une idée, Suréna de Corneille compte 18 scènes, quand Bajazet de Racine en compte 36. Le monologue tragique, lui, est un instant de bravoure du comédien que le public plébiscite largement. Dans la tragédie antique, l'écriture du poème dramatique est soumise à des règles très strictes. N'hésitez pas d'ailleurs, encore une fois, à aller voir notre vidéo sur le sujet. Il en va de même au XVIIe siècle. Qui dit sujet grave dit vers noble, et c'est l'alexandrin qui va s'imposer. 12 pieds donc. La particularité, c'est que la tragédie ne doit s'écrire qu'en alexandrin. Alors que l'alexandrin lui-même se retrouve également dans la comédie, et notamment chez Molière, avec par exemple une pièce comme Les Femmes savantes. Alors, comment et dans quelles conditions ces tragédies sont-elles représentées ? Contrairement à ce qu'on imagine volontiers aujourd'hui, pendant longtemps la vie théâtrale en France a été plus riche en province qu'à Paris. Et c'est le cas jusque vers 1558 environ. Les troupes professionnelles y trouvent souvent plus de liberté. Il faut comprendre que le théâtre à Paris au XVIIe siècle s'exerce en général sous forme de monopole, ce qui évidemment ne va pas favoriser la diversité. Depuis 1558, les maîtres de la confrérie de la Passion sont propriétaires de l'hôtel de Bourgogne, qu'ils louent excessivement cher aux troupes qui souhaitent s'y produire, en général celles des comédiens du roi. En 1629, ceux-ci obtiennent d'en devenir les locataires permanents. À partir de là, ils vont intenter procès sur procès à tous ceux susceptibles de menacer le monopole qu'ils ont obtenu. Les autres troupes se produisent en général dans les salles de jeux de paume, mais là encore, les comédiens du roi leur font la chasse. C'est à cause ou grâce à cette chasse qu'en 1635, l'acteur Mondori fonde le théâtre du Marais. Cette salle devient donc le second théâtre derrière l'hôtel de Bourgogne. Ça n'inquiétera ces derniers qu'à partir de 1665. Entre-temps, Molière rentre de province. Il fait partie de la troupe de Monsieur, frère du roi, puis, à partir de 1667, de la troupe du roi. Il s'installe dans la salle du Petit Bourbon qu'il doit partager avec les Italiens jusqu'à 1659. En 1662, victoire, il obtient du roi le théâtre du Palais Royal, qu'il utilisera jusqu'à sa mort en 1673. Les représentations tragiques se partagent donc ces 3 salles, l'hôtel de Bourgogne, le théâtre du Marais et le théâtre du Palais Royal. Bien sûr, certaines demeures privées accueillent des représentations, mais elles n'ont pas toutes la même renommée. Et globalement, l'hôtel de Bourgogne reste THE référence jusqu'à 1680. Concernant les salles, il faut vraiment avoir envie. Elles sont exiguës et très peu pratiques. Ce sont des salles rectangulaires. La scène occupe l'un des côtés les plus petits. Les moins fortunés se massent dans le parterre, situé entre la scène, et les gradins situés, eux, en face de la scène, sur l'autre petit côté du rectangle. Sur ces gradins, le public averti, les auteurs et les doctes dont on a tant parlé avant. Sur les côtés du parterre vont être créées des galeries destinées aux nobles qui vont de plus en plus se piquer de venir se montrer lors des représentations. Enfin, il y a des banquettes sur la scène. Oui. Elles sont en général occupées par des mondains qui ne font guère d'efforts de discrétion. Bref, tout ceci n'est pas franchement propice à une bonne représentation, mais on fait avec. La scène est un espace minuscule rogné par la présence de spectateurs. Il n'y a pas de rideau, mais une rangée de chandelles qu'il faut moucher à chaque entracte. Dans une salle de spectacle à cette époque, le lieu le plus éclairé est sans conteste la salle, ce qui peut expliquer le côté outrancier à la fois du maquillage et des costumes. Parlons costumes justement, il est temps de jeter un mythe tenace aux orties. Quand on va voir une pièce dite classique et qu'on parle des costumes, on se demande toujours si ceux-ci sont modernes ou d'époque.
Ces catégorisations ne veulent strictement rien dire. Au XVIIe siècle, on joue en costume du XVIIe siècle, et peu importe s'il s'agit d'une histoire contemporaine ou d'un sujet issu de la Grèce antique. Donc, quand on s'imagine des costumes dits d'époque, en réalité ça ne renvoie à aucune vérité historique. C'est récent dans notre histoire théâtrale qu'on se pose la question de la vraisemblance du costume par rapport à l'époque dans laquelle se situe le récit. Avant, clairement, on ne se pose absolument pas la question. Et puis il y a une composante essentielle à prendre en compte. Comme on l'a dit, les salles de spectacle étaient éclairées à la chandelle. Et une chandelle n'est pas une bougie, la cire était beaucoup trop onéreuse. Les chandelles étaient faites en suif de bœuf ou de mouton, et cette composition faisait qu'elles dégageaient une épaisse fumée noirâtre en se consumant. Pour pallier à ce problème, les acteurs se devaient d'accrocher la lumière. Pour ce faire, ils s'enduisaient le visage d'un fard crayeux, et leur costume était bariolé avec des couleurs particulièrement chatoyantes. En général, le costume était un ancien habit d'apparat porté par un prince et donné par lui au comédien. Plus rarement, le costume était créé directement à la demande du comédien. Mais passons au décor. Au départ, le décor reprend la pratique médiévale des mansions, sorte de compartiments servant à diviser la scène en autant de lieux que nécessaire à l'action. Une fois actée la notion d'unité de lieu, on va trouver une toile peinte avec une perspective. Elle représente en général la salle d'un palais, mais qu'on ne peut pas identifier comme un espace précis. Ça s'appelle le palais à volonté. Comme dans bien des endroits en Europe, au début du siècle, les comédiens sont mal vus. Ils sont pauvres et leur condamnation sociale les pousse à mener une vie dissolue. Moralistes et religieux les rejettent violemment. Et puis débarque Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu. Bien qu'ecclésiastique, Richelieu est également fin politique. Lui a des raisons de chercher à réhabiliter le théâtre et les comédiens. Il entre au Conseil du roi en 1624. Il va promouvoir les auteurs dramatiques et réhabiliter officiellement la profession de comédien par un édit spécial en 1641. Et surtout, il va faire édifier des théâtres. Et tout cela va contribuer à améliorer très nettement la condition sociale des comédiens. Il y a une vraie prospérité des troupes pendant la période classique. Et ça rapporte. L'auteur vend sa pièce à une troupe. Après paiement des frais inhérents à la représentation, les membres se répartissent ce qui reste, et c'est plutôt substantiel. À la fin du siècle, il va même y avoir un vrai phénomène de starification de certains comédiens. Pour ce qui est du jeu, on imagine bien volontiers un jeu statique, déclamatoire et lent. Ce n'est ni vrai, ni faux. Concernant le côté statique, je rappelle que les comédiens ont très peu de place sur le plateau, des costumes encombrants et surtout une rangée de chandelles allumées juste devant eux. Ça joue. Il y a un code de jeu. La grandeur de la tragédie ne peut décemment pas se jouer comme la bassesse de la comédie. Il faut bien marquer la différence, les gestes ne peuvent pas être ordinaires. De fait, c'est souvent codifié et lent. En 1687 éclate la querelle des anciens et des modernes, initiée en partie par Charles Perrault. Elle va voir s'opposer les tenants de l'esprit classique et ceux qui veulent voir grandir une nouvelle modernité. Les classiques, qu'on appelle aussi anciens, pensent que l'Antiquité a fait ses preuves en parvenant jusqu'à nous, que nous lui devons tout ou presque, et que nous devons lui manifester le respect qui lui est dû. Perrault et l'Académie française arguent que ce siècle est le plus parfait qui ait jamais été vécu et qu'il est donc supérieur à tout ce qui l'a précédé. C'est un résumé un peu grossier, mais c'est ça. Cette querelle va signer la fin de la tragédie classique. Et même si celle-ci va continuer d'être représentée et ne tombera absolument jamais dans l'oubli, on va pour autant cesser d'en écrire. Voltaire s'y essaiera, mais ce n'est clairement pas le genre littéraire dans lequel il brillera le plus. Et voilà, j'espère que ça vous paraît plus clair concernant la tragédie classique et surtout que ça vous paraît un peu moins poussiéreux. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez poussière en commentaire, et puis bien sûr, on ne perd pas la main, un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement, c'est toujours très motivant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.